Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Magazine pluriel. Juliette Camde. Bonjour et bienvenue à tous. 14e conférence des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'UOMOA hier à Lomé, au cœur de la rencontre, l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Djaouzan ou fête des prémices, nous irons à Akoumapé dans la préfecture de Vaud avec Paco Johnson. Algérie, de grands incendies ont ravagé la nuit dernière la région montagneuse de Béjaï et de Tizi Ouzou dans le nord-est du pays. Rubrique invité, le coordonnateur Bureau national ozone, Djossou Videme Amé, explique l'importance de la couche d'ozone et la nécessité de la protéger. C'est à l'occasion de la journée internationale de la protection de la couche d'ozone, célébrée ce samedi 16 septembre. Nous aurons également le directeur de l'enseignement supérieur et de la recherche de la commission de l'UOMOA, Amadou Tchambou, revient sur la conférence des ministres de l'emploi et de la formation professionnelle. Les autres rendez-vous du journal magazine pluriel, les échos du palais, les sports et la revue de presse. La jeunesse, une ressource précieuse de nos pays. Je nous invite à faire de cette jeunesse notre allié dans le combat pour son mieux-être. C'est l'exhortation du Premier ministre Victoire Tomiga Dogbe hier au lancement de la 14e conférence des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UOMOA. La thématique au cœur de cette rencontre, le système d'information sur le marché du travail et les stratégies pour une meilleure insertion socio-professionnelle des jeunes de l'espace. Comme approche de solution, il est évoqué l'initiative Collège communautaire. Elle a vu le jour dans les pays d'Amérique du Nord et elle a fait ses preuves dans des pays asiatiques. Amadou Tchambou, directeur de l'enseignement supérieur et de la recherche de la commission de l'UOMOA. Cette innovation expérimentée par l'Inde, les Philippines, permet d'insérer dans le tissu économique des États. Après 3 mois de leur formation, près de 90% des sortants sont déjà insérés dans le tissu économique. D'abord par la création d'emplois par les sortants eux-mêmes ou l'emploi salarié à travers, bien sûr, l'engagement des partenaires du secteur productif surtout, qui les engagent. La vision de cette innovation est bâtie sur la concertation entre les institutions qui forment et le monde productif. Vous suivrez l'intégralité de l'entretien avec M. Amadou Tchambou dans la rubrique Invité. Promouvoir l'emploi et la formation professionnelle, c'est promouvoir le développement. Victoire Tomiga Dogbe, Premier ministre du Togo. Au Togo, quand un jeune veut s'engager, par exemple, sur le chemin difficile de l'entrepreneuriat, les démarches administratives doivent être allégées. Pour accompagner suffisamment ces acteurs, des démarches de quotas sont mises en place, comme le fait de réserver 25% des marchés publics aux jeunes et aux femmes entrepreneurs, ou encore le fait d'engager les administrations à utiliser l'artisanat local pour leurs commandes. La formation professionnelle a été repensée dans notre pays. Depuis quelques années, un programme de mise en place d'instituts de formation en alternance, IFAD, est effectif. La vision du chef de l'État, son Excellence M. Faure et Sir Zimna Nyasimbe, pour la jeunesse, repose sur la création d'opportunités économiques qui permettent aux jeunes formés de trouver des emplois décents. Faute de l'emploi, les jeunes sont attirés par l'immigration. Les odyssées se poursuivent dans les déserts, les traversées s'enchaînent en mer et les tragédies se succèdent en plein océan. Il est toujours question de la formation professionnelle. La direction des affaires académiques et de la scolarité DAS de l'Université de Lomé
a organisé une séance d'orientation des nouveaux bacheliers hier. Cette séance de sensibilisation a présenté d'abord le processus d'inscription et ensuite donné des conseils sur le choix de la filière adéquate. Théo Akbonou, Pacom Johnson. Et vous imprimez la fiche d'inscription. Avec la fiche d'inscription, nous sommes au campus nord de l'Université de Lomé, dans l'amphithéâtre Johnson. Les dirigeants de la DAS, les délégués des départements, enseignants et plus de 1500 nouveaux bacheliers ont échangé sur comment s'inscrire légalement à l'Université de Lomé pour éviter des déconvenues. Akapo Kossi Arnaud, juriste en formation et délégué de la faculté de droit. Nous avons eu donc à mettre en exergue la séance d'information et d'orientation pour les nouveaux bacheliers. Une séance très capitale et cruciale. En ce qui concerne les nouveaux bacheliers, cette séance d'information et d'orientation permettra donc aux nouveaux bacheliers, dans un premier temps, d'avoir les informations nécessaires qui donc pourront les aider donc à pouvoir s'inscrire au niveau de l'Université de Lomé. Alors, la séance d'orientation leur permet de pouvoir choisir, de pouvoir donc faire un bon choix pour leur parcours universitaire. Certains assis, d'autres debout, stylo et bloc-notes en main. Certains même sont restés dehors, sac à dos. Tous suivent le cours d'orientation. Quelques-uns se sont exprimés après la séance. J'ai suivi beaucoup de choses et ce qui m'a plu, c'est que nous ont orienté comment s'inscrire à l'Université de Lomé. Je suis très satisfait. Après cette séance, je suis encore plus sûre de moi qu'avant de venir ici, parce que c'est vrai que au début, je savais pas comment m'inscrire en ligne, tout comme à la DAS. Donc ici, aujourd'hui, on nous a expliqué convenablement comment il faut le faire. J'ai compris que d'abord, il y a des personnes au campus qui préfèrent nous arnaquer que de nous aider. Et on doit se méfier de toutes ces personnes. J'ai fait la série D. Avant, je pensais prendre l'agronomie, mais après cette séance, j'ai jugé bon de choisir la psychologie. Ces échanges prennent fin ce vendredi. Ok, merci beaucoup. Je réponds au nom de Pataka Unigagnas. Ma question est la suivante. Pas comme depuis ce matin, vous êtes dans le Vaud, où les natifs du canton d'Akoumapé sont en fête. Ils remercient Dieu et les mânes de leurs ancêtres pour la récolte de cette année. C'est un moment de festivité, de retrouvailles entre les enfants de Akoumapé. Pakom, bonjour. Oui, bonjour Juliette, nous sommes à environ 40 km de Lomé, dans la préfecture de Vaud, plus précisément dans le canton d'Akoumapé, où la fête traditionnelle de la localité est à sa 51e édition. Comme il y a un temps pour toutes choses, un temps pour semer, un temps pour récolter, les filles et fils d'Akoumapé remercient Dieu et les membres des ancêtres pour avoir béni l'ouvrage de leurs mains. Pour l'occasion, chefs traditionnels, autorités civiles et religieuses, les cadres ainsi que différents groupes traditionnels sont présents. C'est une véritable réjouissance sur la place publique ici à Akoumapé. Notons que les différents discours n'ont pas manqué de remercier le chef de l'État, Fort et Sozirania Sibé, gardien de nos us et coutumes. Les choses continuent ici à Akoumapé. Juliette, pour le moment, je vous remets l'antenne pour continuer votre journal. Paco, merci et bonne fête à Akoumapé. Retour à Lomé pour parler cette fois des hommages rendus au préfet du Golfe, le commissaire divisionnaire. Des hommages lui ont donc été rendus hier et il a été conduit ce samedi à sa dernière demeure. Sachez que le commissaire divisionnaire préfet du Golfe, Atabou-Kossi Djimefa Richard, était âgé de 59 ans au décès. L'actualité internationale, Algérie, la forêt de Béjaïa est en proie aux flammes. Toute la nuit dernière, de grands incendies ont ravagé la région montagneuse de Béjaïa et de Tizi Ouzou dans le nord-est du pays. Aucun décès n'a été signalé, mais sachez que cette même région avait été dévastée en juillet dernier par des flammes. 140 incendies s'étaient déclarés à travers 17 zones administratives, faisant 34 morts et 325 blessés. En Libye, 6 jours après les inondations, les espoirs de retrouver des survivants s'amenuisent. Le déluge
survenu dans la nuit de dimanche à lundi a entraîné la rupture des barrages en amont, provoquant une crue fulgurante le long de l'Oued qui traverse la cité, emportant tout sur son passage. Les flots ont laissé un paysage de désolation et une grande partie de la ville sur les deux rives de l'Oued apparaît comme foudroyée par un séisme. Des bâtiments entiers ont été emportés par les flots, d'autres sont à moitié détruits, les voitures fracassées contre les murs. En Afrique du Sud, la société pharmaceutique américaine Johnson & Johnson fait l'objet d'une enquête pour avoir prétendument pratiqué des prix excessifs pour un médicament clé contre la tuberculose. La commission qui réglemente les pratiques commerciales a déclaré avoir ouvert une enquête cette semaine sur la base d'informations selon lesquelles les entreprises pourraient s'être livrées à des pratiques d'exclusion à une tarification excessive de la pédaquiline, un médicament contre la tuberculose. La commission de la concurrence a refusé de donner plus de détails sur l'enquête, mais les groupes de défense de la santé en Afrique du Sud affirment que la pédaquiline est facturée plus de 2 fois plus cher que dans d'autres pays à revenus moyens ou faibles. La commission précise aussi que la filiale belge de Johnson & Johnson, Janssen Pharmaceutical, faisait également l'objet d'une enquête. Nous célébrons ce 16 septembre la journée internationale de la protection de la couche d'ozone. Qu'est-ce qu'elle est la couche d'ozone? Pourquoi est-il nécessaire de la protéger? Ce sont des préoccupations auxquelles vont répondre M. Djossou Vireme Ami, coordonnateur du Bureau national ozone. M. Djossou Vireme Ami est dans ce studio avec nous. M. Djossou, bonjour. Bonjour, Madame Kamdé. Parlez-nous d'abord brièvement de la célébration de la journée internationale de la protection de la couche d'ozone au Togo. Merci, Madame. Je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez afin de parler de la célébration de la dite journée ici au Togo. Je voudrais avant toute chose saluer les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Effectivement, le Togo a célébré, ou bien le Togo célèbre aujourd'hui, 16 septembre 2023, la 38e édition de la journée internationale pour la protection de la couche d'ozone. Le thème de cette journée est « Restaurer la couche d'ozone et réduire le changement climatique ». Ce thème évocateur traduit bien dans son essence l'espoir qui subsiste en vue de la restauration de la couche d'ozone et la réduction des effets du changement climatique. Le thème invite donc à continuer à œuvrer en vue de la protection de la couche d'ozone, la lutte contre les changements climatiques et en somme la protection de l'environnement. La protection de l'environnement de façon plus holistique, mais dites-nous, qu'est-ce que la couche d'ozone, M. Djossou? La couche d'ozone est une structure gazeuse. C'est une structure gazeuse qui se trouve au niveau de la stratosphère. Elle est constituée essentiellement d'une formulation qui est l'ozone, d'où son nom, la couche d'ozone. La stratosphère se situe entre 10 et 40 km en altitude et cette couche entoure la Terre et joue le rôle de filtre des rayonnements ultraviolets dangereux du Soleil. Et ces rayonnements ultraviolets dangereux du Soleil sont chargés en énergie et si jamais ces rayonnements nous parvenaient sur la Terre, ils peuvent créer des dommages non seulement à la santé, mais à l'environnement. Et il est tout à fait normal que ces rayonnements puissent être atténués avant qu'ils n'arrivent sur les autres rayonnements ne nous parviennent sur la Terre. En termes clairs, la couche d'ozone nous protège des rayons ultraviolets, M. Djossou. Oui, les rayonnements. La couche d'ozone nous prévient de l'atteinte de ces rayonnements. La couche d'ozone nous protège contre ces rayonnements. Donc la couche d'ozone joue le rôle de filtre qui empêche ces rayonnements de nous parvenir sur la Terre.
Donc ces rayonnements ne nous parvenant pas sur la Terre, donc nous sommes, nous sommes à l'abri des effets, pervers de ces rayonnements. Et ces rayonnements, comme vous l'avez dit, peuvent causer des ennuis de santé et même la perte de certains végétaux. Le thème de la célébration de la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone cette année est restaurer la couche d'ozone et réduire le changement climatique. Cela donc veut dire que la couche d'ozone est appauvrie. Monsieur Diossou. La couche d'ozone, effectivement, il y a le phénomène qui est là, de l'appauvrissement de la couche d'ozone qui a été constaté depuis 1985, ce qui a justifié d'abord la mise en place de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone à 85 précisément, et par la suite la mise en place du protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone en 1987. Par la suite, il y a eu d'autres mécanismes qui ont été mis en place, notamment le fonds multilatéral, qui permet de financer les actions en vue de la protection de la couche d'ozone. Mais il y a l'espoir. L'espoir subsiste, d'où ce terme qui dit restaurer la couche d'ozone et réduire les changements climatiques. Il y a l'espoir. Et l'espoir est d'autant plus grand que nous œuvrons ensemble, le Togo, avec la communauté internationale, nous œuvrons pour une protection de la dite couche. Et Monsieur le coordonnateur, quelles sont les activités ou quelles sont les substances qui participent à l'appauvrissement de la couche d'ozone? Oui, il y a tout un chapelet de substances, de produits qui sont responsables de la destruction de la couche d'ozone. Mais avant d'aller à l'énumération de ces substances-là, je voudrais tout d'abord brièvement expliquer ce que c'est que le terme appauvrissement de la couche d'ozone. L'appauvrissement de la couche d'ozone, en fait, ça signifie une diminution progressive de la proportion d'ozone qui la constitue. Donc, une diminution, cela veut dire que à un temps T, et T1 et à un temps Tn, on a une diminution qui s'accentue en allant. Donc cette diminution traduit un phénomène de dégradation de l'ozone. Et de là, nous allons chercher donc à savoir quelles sont ces substances-là qui dégradent l'ozone. Ces substances qui sont responsables de la dégradation de l'ozone. Et là, nous pouvons dire que les principales substances qui sont incriminées sont les chlorofluorocarbones, qu'on abrège CFC. Nous avons les hydrochlorofluorocarbones, abrégé HCFC. Nous avons le bromure de méthyle. Nous avons les halons. Donc ce sont là les principaux produits qui sont responsables de la destruction de la couche d'ozone. Et donc il y a un travail qui se fait qui vise à éliminer progressivement ces substances. Parce que c'est l'utilisation et le rejet, l'utilisation qui s'accompagne du rejet de ces substances-là dans l'air, qui est en fait le soubassement du phénomène de dégradation. Et donc, une diminution progressive et voire l'élimination devait nous permettre de ne plus donner opportunité à ces substances-là de dégrader la couche d'ozone. Et donc, le travail a été fait pour ce qui concerne les CFC. Les CFC sont totalement éliminés. Depuis 2010, les CFC ont été éliminés ici au Togo également. On n'a plus de CFC. Pour ce qui concerne les HCFC, il y a le travail qui se poursuit sur le terrain. Donc nous sommes en train de réduire progressivement les importations et les utilisations de HCFC dans tous les domaines, notamment dans le domaine de la climatisation, dans le domaine de la réfrigération et également dans les domaines de l'énergie. Donc tous ces produits qui sont
responsables de la destruction de la couche d'ozone et qui sont inscrits sur la liste des HCFC, tous ces produits-là, nous encadrons strictement leur importation. Qui voudrait importer HCFC ici au Togo doit avoir une autorisation délivrée par le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières. Voilà ce qui concerne les HCFC. Pour le bromure de méthyle, c'est une substance qui est interdite. Les halons sont tolérés, mais également soumis à autorisation. Vous parlez des HCFC, des bromides de méthyle, c'est assez technique. Dans nos activités de tous les jours, comment reconnaître ces produits et est-ce que nos techniciens, ils ont l'information nécessaire pour détecter et reconnaître ces produits qui contiennent toutes ces substances? Effectivement, quand j'abordais la question, je parlais de travail. En fait, ce que j'englobe dans le travail, c'est que il y a une gamme d'activités qui est menée. Il y a les formations, il y a les sensibilisations, il y a également les dotations en équipement par rapport à la réduction de ces substances-là. Donc les formations sont adressées aux techniciens de froid. Donc on les forme sur non seulement la composition de ces substances-là, les effets de ces substances-là sur la couche d'ozone, les effets de ces substances-là sur le climat, sur l'environnement en général. Ils sont formés, ils ont toutes les informations nécessaires. On les forme également sur les bonnes pratiques à adopter en vue de limiter, voire d'éviter les relâchements, les rejets de ces substances incriminées-là dans l'air. Nous les formons également sur les questions juridiques. Sur les questions juridiques, vous voulez importer les produits appartenant au groupe des HCFC. Quelles sont les démarches à adopter? Donc, à la sortie de ce travail-là, les techniciens sont outillés et comprennent les enjeux qui sont liés à l'utilisation des HCFC. Donc, je voudrais ici saluer l'association des frigoristes du Togo, l'association avec laquelle nous travaillons régulièrement et qui nous permet d'atteindre un grand nombre de techniciens frigoristes. Les techniciens sont au parfum de l'information, donc je peux dire que il y a un noyau qui est là. Le travail va se poursuivre pour qu'on puisse atteindre le maximum le grand nombre de ces techniciens. Monsieur Johnson, on saurait finir cet entretien sans parler de l'activité pour marquer la journée internationale de la protection de la couche d'ozone au Togo. Je crois savoir qu'il y a eu une activité qui a été faite hier. Oui, effectivement, Madame Kandé. Hier, en prélude à la célébration, hier 15 septembre 2023, la direction de l'environnement, précisément le Bureau national ozone, a organisé une porte ouverte et qui a été, je dirais, organisée au niveau du ministère du Commerce, de l'artisanat et de la consommation locale. Ça nous a permis de faire des détections de fuite sur les véhicules. Vous savez que sur les véhicules, il y a un système de climatisation et ce système de climatisation contient un réfrigérant. Ce réfrigérant appartient au groupe des hydrofluorocarbones, HFC. Ce sont des substances qui ne détruisent pas la couche d'ozone, mais ce sont des gaz à effet de serre qui ont un potentiel réchauffant très élevé. Très élevé. Et donc, il est normal qu'on encadre également l'utilisation, je veux dire même le rejet de ces substances-là dans l'atmosphère. Donc c'est pour cela que nous avions organisé hier pour marquer cette journée, une journée porte ouverte couplée avec l'identification des fuites de cette substance-là sur le système de climatisation. Ça nous a permis également de mettre
le secteur du commerce au cœur de cette célébration. Nous le savons tous, nous ne produisons pas ici au Togo toutes ces substances-là. Ces substances nous parviennent. D'ailleurs, à travers le commerce international, à travers le commerce. Donc, quelque part, toutes ces questions englobent également le secteur, fait aussi un clin d'œil au secteur du commerce. Donc, c'est pour cela nous avons jugé bon aussi de faire un clin d'œil au secteur du commerce et célébrer cette journée ensemble avec le ministère du Commerce et de l'artisanat et de la consommation locale. Monsieur Djossou Videmi Ami, coordonnateur du Bureau national Ozone, merci. Je vous remercie, Madame Kandé. Les experts du cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UMOA se sont réunis cette semaine à Lomé pour pencher sur la question de l'emploi des jeunes. Les travaux du cadre de concertation ont en réalité préparé la 14e conférence des ministres de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace. Elle a eu lieu hier à Lomé sous le thème central système d'information sur le marché du travail, quelle stratégie pour une meilleure insertion socio-professionnelle des jeunes dans l'espace UMOA. Nous recevons en deuxième invité le directeur de l'enseignement supérieur et de la recherche de la commission de l'UMOA, Amadou Tchambou. Il répond aux questions de Florent Abi. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. En prélude à cette conférence, il y a eu une réunion préparatoire. Quelles ont été les grandes lignes? Merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous offrez pour parler de la réunion préparatoire de cette 14e conférence des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UMOA. Cette 14e conférence fait suite, bien évidemment, aux différentes sessions du cadre de concertation qui a été mis en place depuis 2010 à Bamako. Cette conférence qui a pour thème les questions de système d'information sur le marché du travail pour guider les décisions prises par les ministres ainsi que les différentes réformes engagées dans le domaine de la formation professionnelle et de l'emploi de notre espace communautaire. Et donc la réunion préparatoire de cette conférence nous a permis de faire le point de toutes les décisions et instructions données par les ministres, leur état de mise en œuvre au cours de l'année 2023 et aussi dessiner les perspectives pour les années à venir. Et donc, au nombre des initiatives sur lesquelles nous avons travaillé, il y a d'abord le programme régional formation professionnelle, communément appelé PROFOR, qui est un cofinancement de l'UMOA et de la Confédération suisse, bien évidemment avec la participation d'un certain nombre de partenaires de mise en œuvre, comme l'ADEA, l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, à travers un pôle de qualité inter-État, pour le développement de compétences techniques et professionnelles. La deuxième initiative communautaire sur laquelle les experts ont planché durant ces 72 heures de travaux, c'est l'initiative Collège communautaire. L'initiative Collège communautaire procède d'une vision qui passe d'une politique d'offre dans nos États membres en termes de formation professionnelle et d'emploi, alors que habituellement les gens sont confrontés à une politique d'offre. Maintenant, ce n'est plus l'offre qui commande, mais c'est plutôt la demande. La demande du secteur privé, la demande du monde productif. Et la troisième thématique concerne bien évidemment les questions de statistiques, les questions de système d'information sur le marché du travail qui doivent nous permettre à tout moment de savoir où est-ce que nous en sommes par rapport à la mise en œuvre des différentes politiques et réformes engagées par l'ensemble des États membres de notre espace communautaire et aussi au niveau régional. Le thème de cette conférence, c'est l'insertion professionnelle des jeunes. Quelles sont les approches de solutions envisagées? Exactement pour cette question d'insertion, c'est pour cela que nous avons parlé tantôt de l'initiative Collège communautaire,
qui en réalité va permettre, en tout cas, cette innovation qui a vu le jour dans les pays d'Amérique du Nord, expérimentée par l'Inde, les Philippines, permet d'insérer dans le tissu économique des États qui l'ont expérimenté. Après 3 mois de leur formation, près de 90% des sortants sont déjà insérés dans le tissu économique. D'abord par la création d'emplois par les sortants eux-mêmes ou l'emploi salarié à travers l'engagement des partenaires du secteur productif surtout qui les engagent. Et la dynamique, la vision de cette innovation est bâtie sur la concertation entre les institutions qui forment, à savoir nos écoles de formation, nos universités, et le monde productif privé, le monde productif public. Et donc, ensemble, un cadre de concertation est mis en place qui permet à tout moment de discuter des problèmes actuels en termes de besoins de développement de compétences professionnelles. Et sur ces questions d'insertion, un focus particulier sera mis sur les questions d'intelligence artificielle pour faire le saut qualitatif. Il ne sert à rien de réinventer la roue. À partir des outils modernes donnés par les nouvelles technologies de l'information et de la communication, en particulier l'intelligence artificielle, nous permettra de faire le saut qualitatif sur l'ensemble des thématiques données, que ce soit dans le domaine des questions d'industrialisation de notre continent, que ce soit sur les questions de sécurité alimentaire, que ce soit sur les questions d'énergie, que ce soit sur les questions de santé humaine. Et donc, sur toutes ces thématiques, des synergies sont créées de telle sorte que l'Afrique, à travers en tout cas cette nouvelle vision-là, puisse faire le saut qualitatif et rattraper son fossé avec les autres continents du monde et pourquoi pas être le leader dans les années à venir. Le MOA a-t-il les moyens de sa politique? Nous estimons que les moyens, c'est avant tout les moyens humains que disposent nos États, sa jeunesse. Il faut surtout bâtir sur la jeunesse. Et c'est à partir de l'investissement que nous faisons sur notre jeunesse, c'est ça qui nous permettra de faire le saut qualitatif que nous sommes en train d'envisager. Et c'est ça qui va nous permettre de profiter pleinement de la mondialisation qui est à l'heure aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer? Il ne sert à rien de dire oui, on a besoin de plusieurs milliards de ceci. Non. La question fondamentale qui se pose à nos États aujourd'hui, c'est comment utiliser les ressources dont nous disposons, que ce soit les ressources humaines, que ce soit les ressources financières, que ce soit les ressources matérielles, de manière adéquate. C'est en jouant sur cette question de pertinence et de qualité que nous pouvons construire le devenir de l'Afrique que nous souhaitons tous. Que ce soit l'intégration au niveau continental ou l'intégration au niveau des espaces sous-régionaux doit nécessairement se faire en comptant prioritairement sur nos propres capacités. Maintenant, l'aide extérieure peut venir compléter quelques espaces de liberté sur lesquels on pense qu'il y ait apport extérieur ou pas. Nous devrons d'abord compter sur nos propres forces, nos propres moyens. Vous avez eu l'occasion d'apprendre un peu sur les mécanismes qui ont été mis en place au Togo pour l'insertion professionnelle des jeunes. Quelle appréciation faites-vous? Les leviers sur lesquels nos États membres actionnent, en particulier le Togo, semblent être les vrais leviers. Parce que chaque État doit se construire sa vision et se donner le moyen de les mettre en œuvre. Et le cadre de concertation qui a été mis en place avec la commission de l'UEMOA est effectivement le lieu privilégié pour échanger de nos réussites et surtout aussi de nos échecs et construire, transformer nos échecs en de vraies opportunités
pour atteindre les différentes visions que nous nous sommes fixées pour nos États, pour notre espace communautaire et pour l'Afrique. Merci, monsieur le directeur. C'est à moi de vous remercier. Nous vous disons également merci à Abi Florent et à son invité. L'actualité cette semaine, c'est également le 4e congrès ordinaire de l'UNT, l'Union des nationalistes pour le travail. Nous sommes déterminés à la victoire. C'est la nouvelle vision de ce parti politique togolais qui a tenu hier donc son 4e congrès ordinaire. Les congressistes ont été sensibilisés sur les enjeux des élections à venir au Togo. Ago et Sokpazam, Hervé Segbonou y était. Ces applaudissements installent Kabratouka Badiona, le président national de l'UNT. Après le renouvellement du bureau exécutif, Badiona est reconduit à la tête du parti. L'homme politique en boubou blanc, casquette aux couleurs blanc-vert, se voit prochainement à l'Assemblée nationale. Retourner sur le terrain et faire un bon combat. Et cette fois-ci, nous pensons que le parti doit au moins ramener 10 députés dans ses rangs. Nous pouvons faire, si nous sommes ensemble, et nous voulons des élections paisibles pour un Togo prospère. Autre mission de l'UNT, la participation à la prochaine présidentielle. Le président Kabratouka s'appuie sur la détermination des congressistes. Nous comptons sur notre détermination, mais nous sommes en train d'observer tout ce qui se passe dans ce pays. Parce que 2025, nous serons candidats à cette élection présidentielle. Parce que tout de suite, nous sommes en train de se préparer. Les militants sont engagés. Je suis vraiment déterminé. Il y a déjà 2 ou 3 élections où j'ai été militant ou membre donc du parti. Nous les femmes, nous sommes vraiment déterminés pour que ce parti soit élevé un jour. L'Union des nationalistes pour le travail est créée en 1993. Cette formation politique place son 4e congrès sous le thème « Élections régionales et législatives paisibles ». Écho du palais, 2 individus inculpés de meurtre ont été condamnés à 8 ans de réclusion criminelle. Retour sur les faits avec Hélène Assabi. Les faits se sont produits en avril 2019 dans le village de Tchekpo Dedekpoé dans la préfecture de Yoto. Au cours d'une bagarre en marge d'une veillée funèbre, les accusés Akoete et Olivier ont pris à partie le nommé Corneille, élève en classe de 5e. Débutée sous forme d'une simple dispute entre adolescents, la bagarre a pris une autre tournure et a dégénéré en affrontement physique avec usage de couteau. Les 2 agresseurs ont atteint gravement Corneille, qui rendra l'âme sur les lieux, tandis que Akoete et Olivier sont arrêtés et détenus pour crime d'homicide volontaire. Au cours du procès, ni les témoins, ni les accusés eux-mêmes n'ont pu révéler les vraies causes de la bagarre. Il a été juste révélé que les 2 agresseurs étaient en état d'ivresse le jour de l'altercation. Se basant sur les témoignages recueillis, la déposition de l'enquêteur, une image du corps sans vie de la victime et les plaidoiries de l'avocat de la défense, la cour d'assises de Lomé a condamné les accusés à 8 ans de réclusion criminelle. À samedi prochain, Hélène Assabi, les sports à présent du football, les différents représentants africains, le Sénégal, le Mali, le Maroc et le Burkina Faso, sont fixés sur leurs adversaires à la Coupe du Monde des moins de 17 ans. C'était hier lors du tirage au sort réalisé à Zurich en Suisse. Solim Lemo. Les représentants africains à la Coupe du Monde de football chez les hommes de moins de 17 ans connaissent désormais leur adversaire. Cette Coupe du Monde de la catégorie va se dérouler du 10 novembre au 2 décembre prochain en Indonésie. Le Maroc se retrouve dans la poule A aux côtés du pays organisateur l'Indonésie, l'Équateur et le Panama. Dans le groupe B, on retrouve l'Espagne, le Canada, le Mali et l'Ouzbékistan. Dans le groupe D, on retrouve le Japon, la Pologne, l'Argentine et le Sénégal. Le dernier représentant, le Burkina Faso, lui se retrouve dans le groupe E aux côtés de la France, de la Corée et des États-Unis. Cette Coupe du Monde regroupe 24 nations réparties en 6 poules de 4.
Le technicien français Patrice Neveu n'est plus sélectionneur des Panthères du Gabon. Le Français a été démis de ses fonctions par la Fédération gabonaise de football, FEGAFOOT. Il a été reproché à Patrice Neveu une insuffisance de résultats. Match amical international de football, le Cameroun affrontera le Sénégal le 16 octobre prochain à 20h30 au stade Bellard d'El-Elis à Lens en France. Et puis, Alger est sur le toit de l'Afrique. Vainqueur de la dernière Coupe de la Confédération, l'USM Alger a battu l'ogre égyptien Dal Ali, sacré lors de la dernière Ligue des champions africaine en Super Coupe d'Afrique disputée hier vendredi. Et la hiérarchie n'a pas été respectée puisque ce sont les joueurs de l'USM Alger, vainqueurs de l'équivalent Europa League, qui ont battu le vainqueur de l'équivalent Ligue européenne des champions. Un sacre acquis grâce à un penalty de Belaïd juste avant la pause. Revue de presse pour boucler cette édition. À la une des journaux, le remaniement ministériel intervenu en fin de semaine dernière. La revue de presse, c'est avec vous, Léontine Atogima. 6 départs, 5 nouveaux et 3 anciens qui changent de place sur décision de Faure Gnassingbé. C'est l'annonce de l'Union pour la Patrie qui rappelle que ce changement est intervenu à 3 semaines des 3 ans du gouvernement d'Ogbé. Pour voir les vainqueurs, ce remaniement vient donner un nouveau souffle à l'équipe gouvernementale. Que comprendre par cette assertion de l'hebdomadaire? Dans sa quête de réponse, le journal s'interroge. Les sortants du gouvernement ont-ils été inefficaces? Le libéral apporte sa part de réponse. Faure Gnassingbé a repositionné quelques pions pour l'actualisation de son gouvernement, renchérit Méga Info. Ce remaniement est une surprise pour Togo Matin après plusieurs mois sans conseil des ministres. Le quotidien privé relate qu'aux yeux de certains Togolais, les grandes surprises sont la nomination à la sécurité et à la protection civile du colonel Calixte Madjoulba, à l'administration territoriale du colonel Odabalo Awate et à la communication de Madame Yawa Kugan, maire de la commune Ogou 1. Aussitôt nommés, les nouveaux ministres ont pris fonction. Le ministre Trimoa pour carburer le moteur gouvernemental estime au flambeau des démocrates. C'est pour notifier que le ministre Christian Trimoa est le nouveau secrétaire général du gouvernement. Le libéral relate une autre surprise, la nomination d'une femme porte-parole du gouvernement. Yawa Kugan, première femme porte-parole du gouvernement au Togo, écrit la parution. Yawa Kugan est également la ministre de la communication et des médias. Flambeau des démocrates relate certaines qualités de la maire de la commune Ogou 1. Reconnaissance, humilité et détermination. Vu ces qualités, la parution ajoute que c'est en battante avertie que Yawa Kugan mesure l'ampleur du travail qui l'attend. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Le magazine pluriel de ce samedi s'est terminé. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci à toute l'équipe qui a permis sa réalisation. Le rappel des titres. 14e conférence des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'UOMOA hier à Lomé. Au cœur de la rencontre, l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Nous avons aussi été à Djaouzan, dans la préfecture de Vaud, à Akoumapé, dans la préfecture de Vaud, donc, avec Paco Johnson. En Algérie, de grands incendies ont ravagé la nuit dernière la région montagneuse de Béjaïa et de Tizi Ouzou, dans le nord-est du pays. Avec nos invités, d'abord le coordonnateur bureau national ozone, M. Djossou Videme Amé. Nous avons parlé de l'importance de la couche d'ozone et de la nécessité de la protéger. Le second invité, Amadou Tchambou, le directeur de l'enseignement supérieur et de la recherche de la commission de l'UOMOA, nous a entretenu sur la conférence des ministres de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UOMOA tenue hier à Lomé. Les autres rubriques du journal magazine pluriel, c'était bien évidemment les échos du palais, les sports et la revue de presse.